notamment sa directrice artistique Paul Constant. Et deux, je ne veux pas oublier de vous remercier d'être là. Et chaque année que je viens, il y a toujours une écoute attentive. Donc voilà, merci infiniment. Je vais tout de suite passer la parole aux écrivains qui sont là, avec une question un peu basique, mais qui permet d'entrer dans le sujet de la conversation. En fait, quelle a été la genèse de chacun de vous, de votre texte? On va commencer par Blondine. Allez-y. Je crois qu'il faut vous dire. Ouais. Bonjour. La genèse, eh bien, moi je travaillais en fait sur un autre livre, un roman, ce que j'espérais devenir un roman. Mais il y avait une parole qui infestait le roman. Il y avait comme des phrases qui me venaient, une obsession. Il y avait comme deux textes en un en fait. Et après avoir travaillé pendant presque 2 ans sur ce roman que je vais reprendre, je me suis dit qu'il fallait que j'ouvre un nouveau manuscrit et que je dégorge cette parole qui infestait le premier. Voilà. Et donc c'est né un peu, la faille est née un peu comme une excroissance d'autre chose, parce que je pense que c'est un texte que j'avais besoin d'écrire assez urgemment et de publier aujourd'hui, parce que c'est un texte qui s'intéresse à celles et ceux qui vivent en dehors de la norme familiale, qui ont été expulsés de cellules familiales ou qui s'en sont expulsés, qui en sont sortis, celles et ceux qui ont des modes de vie plus alternatifs, qui échappent à la norme, qui s'inquiètent de la norme, qui ont éprouvé peut-être la famille comme une faille. Et j'avais besoin de formuler quelque chose aujourd'hui, je veux dire en 2025, quant à ça. Il y avait quelque chose d'urgent, et il y a une phrase qui entre un peu dans l'esprit de votre texte, c'est quand j'écris le mot famille, allez savoir pourquoi, je mange le M. Donc, et on n'y avait pas pensé, mais effectivement, la famille sans elle, ça donne la faille, qui est le titre de votre texte. C'est pas la première fois que vous abordez, disons, la sphère familiale au sens large. Vous pouvez parler, je crois que un de vos premiers textes, je crois, et puis vers la violence aussi. Juste quelques mots, cette sphère familiale, qu'est-ce qu'elle est pour vous? Une menace? Oui. Oui, une menace. Pour moi, l'idée même de famille a toujours été associée à la hantise, à la menace, à quelque chose qui serait à éclaircir ou à fuir, l'autre, ou à... En tous les cas, c'est un noyau, quoi. Je veux dire, un noyau brûlant, plus brûlant peut-être que réchauffant dans ma tête. Depuis longtemps, et donc en effet, mes 3 premiers romans tournent aussi autour de cette question, et celui-ci, c'est pas un roman, c'est un récit, et c'était une manière pour moi presque de finir la phrase commencée avec mes 3 premiers livres, parce que c'est un livre qui en sort, qui sort de la famille, qui s'intéresse à celles et ceux qui cherchent l'ailleurs et qui en sortent. C'est énigmatique, hein, dit comme ça, mais j'essaie de parler vite pour donner la parole à mes goûts. Mais on y reviendra, parce qu'il y a aussi l'idée d'enfermement et presque d'évasion de la sphère familiale que vous évoquez. Et puis, je dis le mot texte à dessein parce que c'est pas un roman, c'est un ovni, un peu, un ovni, un objet littéraire non identifié, parce que vous convoquez les écrivains aussi, ça peut ressembler à un essai ou... C'est ce que les anglo-saxons appellent de la non-fiction. C'est en fait un texte hybride. C'est juste en France, je pense qu'on a un peu moins l'habitude de ça, mais en fait, des autrices comme Maggie Nelson, Rebecca Solnit, Leslie Jamison, c'est des autrices qui pratiquent beaucoup. C'est une forme, oui, hybride, un peu comme une promenade. Et c'est vrai que je tenais à cette forme un peu particulière parce que c'est une forme qui s'émancipe aussi peut-être de la norme, de certaines normes aussi narratives ou de certaines normes littéraires. Et ça me plaisait bien, comme ça épousait le fond du propos, ça me plaisait bien d'essayer une forme un peu qui s'émancipe, qui va chercher, qui cherche ailleurs, qui s'autorise. Il y a des schémas par exemple dans le texte qui s'autorisent ce genre de petits pas de côté. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à oser pratiquer cette forme un peu étrange. Il y a Jean-Baptiste, il y a des chemins de traverse qui peuvent conduire du texte de Blondine Rinkel, c'est ça,
celui de Jean-Baptiste, c'est sortir de la famille. Là, ce sont des adolescents qui se créent une bande, voilà, qui est une forme de famille aussi. Vous pouvez en dire un peu plus, et puis surtout sur le registre que vous avez choisi, qui est assez particulier. Oui, ce livre-là, je crois qu'il est né du fait qu'en terminant le livre précédent, Le Fils de l'homme, j'ai eu le sentiment que j'en avais fini d'essayer d'explorer la thématique de la transmission, de la violence et la thématique des pères. J'ai commencé un autre manuscrit à ce moment-là et très rapidement je me suis aperçu que je m'apprêtais à répéter les mêmes thématiques et les mêmes formes narratives que celles que j'avais déjà explorées auparavant. Et je me suis retrouvé dans une forme d'impasse, de panne sèche, et je me suis dit qu'une façon d'échapper à cette impasse, c'était de revenir à mes premières amours, et à un rapport à la lecture qui était éminemment ludique. L'écriture, ces dernières années, était devenue pour moi beaucoup plus difficile et laborieuse. Et avec ce livre-là, j'avais envie de revenir simplement au plaisir de raconter une histoire et tenter d'écrire un livre qui tiendrait le lecteur éveillé jusqu'au bout de la nuit. Et pour ça, je suis revenu au genre, à la littérature horrifique qui a bercé mon adolescence. Et j'ai eu envie de voir de quelle façon est-ce que je pouvais investir avec ma sensibilité ce territoire de l'imaginaire. On sent, même n'était-ce le sujet, puis ce qui se déroule, et puis cette bande d'adolescents, il y a un sentiment de plaisir d'avoir écrit avec ce code qui est un code, comme le nom l'indique, très codifié. Il faut du sang, il faut des meurtres, il faut du huis clos psychologique, etc. Est-ce que, justement, par rapport à vos précédents romans, vous vous êtes senti... est-ce qu'il y a eu une part de divertissement en tant qu'auteur, pas du contenu? Immense, l'écriture de ce livre, elle a été extrêmement ludique pour moi aussi, parce qu'effectivement, le genre est très codifié. Alors on pourrait penser que c'est justement une entrave à l'écriture et à l'expérimentation de formes nouvelles, mais au contraire, ces codes-là, j'avais pas du tout envie de les balayer parce que j'ai eu beaucoup d'affection pour cette littérature et je voulais plutôt chercher à comprendre de quelle façon est-ce que je pouvais les explorer différemment. Donc finalement, c'était déjà une base relativement solide pour ce roman. Et puis je crois aussi que la littérature de genre, elle va puiser dans un terreau commun qui est celui de nos peurs collectives. Et là, avec ce livre-là, par exemple, c'était une façon pour moi d'explorer la mythologie de la maison hantée et de voir de quelle façon est-ce que je pouvais tenter d'en faire quelque chose d'autre. D'accord. Pour ne pas rester dans l'abstrait, parce que là on est dans le désir de ce qu'on a voulu écrire, etc., j'aimerais bien que vous présentiez la bande des 5 de Tom et Thomas, Mehdi, Alex, Max et Léna aussi, bien sûr. Alors, la petite bande, c'est initialement 4 copains d'école, 4 copains de lycée, qui ont tous grandi à Saint-Oge, une petite ville de la banlieue toulousaine. Imaginaire, hein, Imaginaire, oui, mais fortement inspiré de la banlieue dans laquelle j'ai moi-même grandi, et en particulier d'un territoire qui m'intéressait beaucoup parce qu'il est encore trop peu représenté en littérature et qui est le lotissement. Et ces gamins s'ennuient, on est au milieu des années 90, ils ont finalement assez peu de perspectives de vie devant eux, en termes de possibilités, en tout cas d'échapper au modèle parental. Ils se débattent chacun avec leurs problématiques intimes, des familles dysfonctionnelles, etc. Et puis ils partagent, surtout ils sont tous soudés par un amour commun pour le cinéma de genre. Et puis va survenir dans cette petite bande une jeune fille qui s'appelle Léna, qui va réussir à les conquérir et à se faire admettre par la petite bande parce qu'elle-même est fascinée aussi par les films d'horreur, qu'elle connaît très bien.
Et ensemble, ils vont se retrouver à devoir faire face à leur tour à un certain nombre de péripéties lorsqu'ils vont s'intéresser à une maison abandonnée dont ils s'aperçoivent que tous rêvent depuis de nombreuses années et qu'ils vont décider d'en franchir la porte. Okay. On sent sous quelles inspirations Jean-Baptiste a placé son texte, Stephen King évidemment, on le voit, Lovecraft, Cronenberg aussi, parce qu'il y a la littérature et le cinéma, et d'ailleurs vous rejoignez avec Blandine pour convoquer ces deux armes. Voilà. Blandine est bien plus jeune que moi, mais néanmoins, je pense que nos générations ont été effectivement nourries, bien évidemment, de littérature, mais aussi de cinéma, de séries télé, de musique. Et je pense que tout ça fait aussi que, en tant qu'auteur, on est à la recherche de formes hybrides, ou en tout cas de formes qui revisitent toute cette culture populaire aussi qu'on a l'un et l'autre, je pense. Merci. Jean-Noël, on est toujours dans la famille, mais il y a quelque chose de différent. Autant il y a une fuite, voire une tentative d'évasion, par exemple, dans la faille, de création d'une bande qui ressemblerait à une famille, en tout cas dont les adultes sont exclus. Jean-Noël, vous, à un moment, donc, votre sœur est malade, une maladie, et c'est là que vous prenez conscience du fait que, en fait, votre sœur et vous êtes une famille. Vous créez, c'est presque une création de sa propre famille avec sa sœur. Jusqu'ici, dans vos récits, dans vos romans, l'exil, le déracinement, la nostalgie, toujours, souvent, sont très présents. Là, il y a ce désir presque de marquer. D'abord, c'est un magnifique hommage à votre sœur. Et c'est pour se rappeler, je crois qu'à un moment donné, vous l'écrivez, c'est ma seule famille, je ne sais plus exactement le terme exact, mais dans mon souvenir. Vous pouvez dire justement, d'abord, comment est né, quel moment d'ailleurs est né ce livre? Écoutez, la famille, c'est simple, il n'y en avait pas. Ben oui. D'abord, j'ai jamais eu la notion de réunion de famille, de repas de famille, de repas de Noël, par exemple, d'anniversaire. Donc c'est une famille très éclatée en elle-même depuis très longtemps. Et puis les gens de cette famille ont disparu. Il reste de ma sœur. Mais avec ma sœur, on a toujours un lien très très fraternel parce que face à cette famille éclatée, c'était déjà dans l'enfance le seul lien que j'avais. Un lien très fort qui n'a fait que s'accroître avec le temps. Et là, bien sûr, le livre, ma sœur est toujours apparue très fugitivement dans mes livres. Oui. Je pensais qu'un jour j'écrirais un livre sur elle, mais peut-être, vous savez, je ne prévois jamais rien. Et je laisse la vie amener les livres. Et justement, après les années manquantes, j'étais aussi vide. Et la vie m'a amené ce livre, au fond, parce que ma sœur j'ai appris que ma sœur avait une maladie sérieuse. Donc je suis descendu immédiatement la voir et j'ai passé un séjour assez long avec elle, en faisant son traitement, etc. Et c'est là que finalement on a constitué un petit foyer, comme le dit Mohamed, une petite famille à tous les deux. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? En évoquant bien sûr, parce que nous, ce qui est merveilleux avec ma sœur, c'est qu'on a le même regard sur le passé, sur la famille. Parfois, on peut se tromper soi-même. Oui, bien sûr. On va avoir son propre jugement sur les parents, sur le père, sur la mère. Et quand on est deux, quand même, on a plus de chances que ce soit juste. Voilà. Donc j'aime pas le terme communion, mais c'est une réunion de famille à deux. Oui. Voilà. C'est un ciment quand même aussi fort que de connaître la famille qui n'a pas existé jamais. Je vois Blandine en train de penser. Quel bonheur de ne pas avoir de famille, pratiquement. Non, mais Dans le même cas, Oui. j'ai pas de sœur. Oui. Non, je me disais, en écoutant, je pense que c'est ça qui doit se voir sur mon visage. Oui. Je me disais, oui, ça doit être pouvoir
avoir un allié, une alliée, en Oui. l'occurrence, pour mettre en récit la perception d'une famille éclatée, vie, ça doit être une chance. J'aime bien votre terme d'allié. C'est exactement ça, parce que c'est un allié dans une sorte de bataille qui est depuis longtemps perdue. Donc il y a une alliée, c'est ça. Vous écrivez, nous n'étions plus que tous les deux, on se le rappelait, donc il y a cette rencontre permanente. Il n'y avait plus de famille autour de nous. Ils avaient tous disparu, sans maison ou champ dont nous aurions pu hériter, sans même une remise ou un bout de vigne là-bas dans la plaine. Mais il n'y a pas d'héritage. Donc moi, c'est vrai, ça me fait toujours rêver quand certains parlent de se disputent pour des héritages. Ah, ça c'est vrai. Pas du tout. Donc on a avec ma soeur un héritage quelconque. Mais il faut dire aussi qu'on est une famille très particulière. Oui. Parce que je suis né en Algérie, et on est parti d'Algérie en 1962, donc c'était la semaine du 30. Bien sûr. Là. Mon père est d'origine corse, ma mère d'origine catalane, ils se disputaient tout le temps, ils ont fini par divorcer au retour, ils pouvaient divorcer bien avant, donc c'était vraiment la famille par excellence le plus éclatée possible. Donc les racines étaient à demi catalanes, à demi corse, elles n'étaient plus algériennes puisqu'on en est parti, donc c'était difficile de constituer un tout. Voilà. C'est pour ça qu'on n'était plus que deux, c'était la vérité. Mais ce livre est important comme tous les romans qu'on écrit, hein, mais là il y a presque un changement de paradigme, c'est-à-dire que c'est votre, je schématise, hein, c'est votre sœur qui jusqu'ici montrait son admiration à votre égard, gardait tout ce que vous disiez de vous, qui vous regardait en fait, et là c'est vous qui la regardez, et c'est elle qui est l'héroïne de ce récit. Oui, parce que, écoutez, il y a quand même une chose très importante. J'ai dépossédé ma sœur de sa propre mémoire en écrivant comme à sa place, au fond. Parce que j'ai consacré plusieurs livres à raconter notre enfance, les Aurès, l'Algérie, le départ, etc. Mais c'était moi qui prenais la parole. Et elle a toujours resté dans l'ombre. Elle a accepté, c'était extraordinaire, pour avoir des obligations, que je dise des choses à sa place, que je les raconte. Et elle, je lui privais des paroles. Donc il m'a semblé que c'était juste de redonner la parole. Et donc c'est aussi ses propres souvenirs que j'évoque. Moi, il se trouve que ces souvenirs sont presque les mêmes que les miens, mais pas tout à fait aussi. Donc elle méritait d'avoir aussi sa place un jour, parce que quand même, c'est pas de l'égoïsme de la part de l'écrivain, mais quand même, on accapare la parole, on prive les autres de s'exprimer à leur tour. Il faut beaucoup de gentillesse et de dévouement pour les autres personnes qui n'ont pas le droit à la parole, à l'écriture. Il y a aussi quand même, je m'interroge dans le fait d'écrire, il y a quand même une sorte d'impérialisme. Voilà. Oui, de possession de l'écrivain qui se dit, voilà, c'est moi qui ai le droit de parler au nom de... Blandine, parlons cuisine littéraire. Et ça vous plaît, je suis sûr. Parce que vous n'avez pas choisi la forme romanesque. Ça aurait pu être le cas, pourquoi pas, de choisir une jeune fille au départ qui s'évade. C'est le terme, je crois, que vous utilisez, je voulais m'évader. Vous comparez, en tout cas symboliquement, la famille comme un lieu d'enfermement, la chambre comme quelque chose qui est loin de la vie, alors qu'on peut aussi vivre dans une chambre. Pourquoi avoir choisi cette forme, vous l'avez légèrement esquissé au départ, qui est une forme de non-fiction, qui est une forme aussi, et je pense que c'est peut-être une des raisons pour laquelle vous avez choisi la non-fiction, de presque, oui, convoquer des écrivains, des cinéastes. Je vais répondre de deux façons. La première, c'est que je voulais, avec ce livre, ce n'était pas du tout le cas jusque-là lorsque j'écrivais, prendre part quand même au débat.
Enfin, D'accord. quelque chose du débat, c'est-à-dire qu'on vit quand même, à mon sens, une période de retour d'une obsession de l'ordre, d'une inquiétude quant à l'ordre, et avec cette obsession de l'ordre, une obsession du retour de l'ordre familial. C'est-à-dire que ce soit en France, aux États-Unis, avec Trump, Poutine, qui a fait passer une loi récemment qui vise à punir de 400 000 roubles, donc l'équivalent de 4 000 euros, n'importe qui faisant la promotion d'un mode de vie en dehors de la famille. C'est quand même fou, hein, cette loi. Donc mon livre tomberait sous le coup d'une telle loi. Je vous donne ces exemples, mais je pourrais en prendre 1000. Non, mais je pourrais en prendre beaucoup. Je sentais, voilà, confusément flotter une espèce de défiance à l'égard de toutes les vies qui ne sont pas structurées par la famille. Et cette défiance m'attriste. Donc avec ce livre, je voulais aussi prendre part